Bien, merci d'être présent à cette table ronde en fait, où je suis accompagné donc d'Olivier Ravel qui est Digital Practice Manager donc, chez GFI, et puis Philippe Ansarguet qui est CTO donc chez Orange Business Services. Le thème de cette table ronde, c'est comment attirer et fidéliser des clients à travers un portail de services. Alors c'est plutôt en fait orienté stratégie digitale. Aujourd'hui, c'est un créneau sur lequel Liferay se positionne. Je vais vous citer, enfin je vais commencer un petit peu l'introduction à cette table ronde par une question assez simple. Combien d'entre vous ont mangé chez McDo au cours de l'année dernière? Vous pouvez lever la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, je ne vais pas les croire. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a une grosse majorité de la salle qui a été mangée chez McDo. Quels sont ceux qui ont visité le site web? Et donc, pour le coup, vous voyez qu'il y a un vrai décalage entre ceux qui ont été mangés chez McDo et ceux qui ont visité le site web. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été visiter le site web de McDo parce qu'il n'y a pas réellement de plus-value client. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de vous apporter des réponses au cours de cette table ronde. Alors, c'était vrai avant, et sauf que, effectivement, comme tu le disais, Yassif, McDonald's est passé sur Liferay, il est passé d'un CMS assez simple à une solution sur Liferay qui intègre un certain nombre de services, et notamment cette notion de pouvoir commander en ligne à travers le portail ou à travers votre mobile. Vous pouvez vous asseoir, messieurs. Hein, alors, la première question que je voulais vous poser, c'était avoir un peu votre avis en fait, sur les tendances du marché, sur la stratégie digitale mise en place par vos clients, s'ils ont des attentes particulières et quel était l'état de l'art. Nous, chez GFI, on voit une tendance lourde depuis, on va dire, 2 ans. Il y a un mot qui ressort tout le temps, c'est cross-canal. Avant, il y avait multicanal, maintenant on parle de cross-canal, on parle d'omnicanal. Grosso modo, c'est la vision 360 des clients. On s'est rendu compte que finalement, pour avoir un parcours client efficace, une démarche commerciale efficace, une meilleure connaissance tout simplement de ses prospects clients, on avait besoin d'avoir une vision complète des parcours qu'ils effectuent. Pas forcément sur des opérations commerciales, ça peut être du self-care, ça peut être de la fourniture de services, mais on a besoin d'avoir une vision unifiée finalement de toutes les opérations faites par un client, quel que soit le canal. Voilà. Ça c'est une tendance super lourde dans le digital. Sur le Philippe, tu ressens à peu près la même chose. Pour compléter, moi l'avantage que j'ai, c'est qu'en étant Orange Business Services, je suis à la fois fournisseur de services, mais je consomme également la technologie, donc je peux parler à ces 2 titres-là. Les 2 tendances qu'on sent vraiment de fond, la première, elle est vraiment celle qui est plus tournée vers l'entreprise, qui est le remplacement de nos bons vieux intranets, et avec l'arrivée de tout ce qui est workspace, digital workspace, workspace of the future, qui pour l'entreprise va être l'unification de l'accès au bureau en mode web, en mode cross-canal, omnicanal, avec une webisation et une intégration sans couture des applications. Donc ça, un premier gros point. Et puis le deuxième, c'est ce que tu évoquais, c'est la stratégie digitale. Chez nous, on a été jusqu'à mettre en place une Digital Academy pour permettre de renforcer le message et l'importance de cette transformation pour nous en interne, mais également comme pour nos clients. Et derrière, c'est tout ce qui va être de centrer l'utilisateur justement au milieu de la chaîne de valeur, de la relation, d'adaptation du contenu, tout ce qui est fidélisation, voilà. Vous êtes familier dans la salle avec cette notion en fait de digital workspace? En fait, c'est le nouveau nom pour dire intranet. Intranet 2.0, c'est has-been maintenant. Donc la digital workplace, voilà, c'est le nouveau nom. Donc c'est l'intranet 3.0, mais comme on ne va pas le faire à 2, 3, 4, 5, on s'est dit tiens, on va nommer ça digital workplace. Mais ça va un petit peu plus loin, la notion de digital workplace. Je pense que c'est parce que tu as du contenu, tu as des services métiers, tu as du profiling, de la contextualisation utilisateur. Il y a une tendance également qui est peut-être à plus moyen terme, mais que l'on pressent, ou en tout cas que l'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est globalement, on est à peu près persuadé que
La révolution qu'ont eu les App Store dans le domaine du mobile sera exactement la même sur celle des portails. Et demain, on consommera les applications de notre IT, de nos legacy, ou la connexion avec les applications du SaaS exactement de la même façon. Donc, oui. Alors, en fait, on va retrouver deux choses sur la relation, je dirais employée, ce qui s'appelle chez Jaffi la relation collaborateur. On tire le bénéfice finalement de ce qu'on a retrouvé sur les marketplaces historiquement. Donc ça, on en a parlé, on le retrouve avec des solutions qui deviennent de véritables hubs applicatifs, du poste de travail virtuel par exemple. C'est une tendance qui est absolument réelle aujourd'hui. On voit aujourd'hui une deuxième chose, et ça vient aussi du canal du .com, c'est tout simplement le ciblage des contenus. Chaque utilisateur, finalement, en fournissant certaines informations, et ça de manière progressive à l'application, va progressivement recevoir des informations de plus en plus ciblées, des contenus qui le concernent directement. Et chez GFI, par exemple, on a développé une solution qui s'appelle le Company Hub, qui est un portail, un hub applicatif métier, qui aujourd'hui fait un véritable carton et qui est justement orienté ciblage. On a des systèmes aujourd'hui, par exemple, qui peuvent tirer le bénéfice de ce que vous avez dans votre espace personnel, intranet collaboratif, mais aussi dans votre agenda. Par exemple, si j'ai un rendez-vous demain chez McDo, eh bien, on va me pousser, il y a une nouvelle qui tombe sur Yahoo qui parle de McDo, par exemple, eh bien, l'intranet va venir aller me la pusher en faisant le tri dans les flux RSS. Ça, c'est ce qu'on appelle le ciblage intelligent. Aujourd'hui, il y a tout un tas de techniques qu'on voit qui sont issues en fait du canal digital e-commerce, tout simplement, et qui sont réadaptées de manière intelligente à l'espace collaboratif d'entreprise. Là, on a divergé un peu parce qu'on est parti sur la notion digital workplace, mais c'est intéressant d'un certain côté parce que moi je reste persuadé que le succès d'un intranet, pour faire le succès d'un intranet, c'est qu'il faut considérer ces intranautes comme si c'était des clients finaux. Peut-être pour t'aider à recentrer le sujet sur la partie digitale, il y a un trait d'union qui est assez naturel entre la partie intranet et la partie plus stratégie digitale entreprise. C'est les utilisateurs. Et aujourd'hui, on a des utilisateurs en entreprise qui sont de moins en moins prêts à ne pas avoir une expérience en tant que client de l'intranet ou des applications qui lui sont proposées, au moins au niveau de ce qu'il consomme à titre personnel dans sa vie privée. Donc il y a l'impact de l'utilisateur dans cette expérience également sur cette partie workspace. Moi là-dessus, j'ai une anecdote que j'ai retenue, que je peux partager avec vous. C'est l'histoire d'une grosse société qui avait justement pas d'intranet collaboratif, puisqu'on parle aujourd'hui de digital workplace. Les employés ont ouvert à l'extérieur de l'entreprise un espace de partage où progressivement ils se sont mis à partager tout un tas d'informations concernant des appels d'offres, des documents confidentiels, etc., etc. Puis un jour, le DSI s'est dit, c'est super cette solution, mais au fait, par qui est-elle administrée réellement cette solution ? Et quand il a regardé exactement qui s'occupait de l'administration, il s'est rendu compte que c'était le concurrent de cette société. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne faites pas le job, vous, de mettre en place une solution qui est réellement, qui fit réellement le besoin de vos collaborateurs en termes de besoins par rapport à ce qu'ils retrouvent habituellement sur d'autres canaux. Aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook, Twitter, tous ces outils. Finalement, on a besoin de retrouver les mêmes ergonomies, les mêmes cas d'usage que ce qu'on utilise à titre personnel. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire déborder par justement la non-maîtrise de ces canaux qui avec des informations qui partent vers l'extérieur. Pour rebondir là-dessus, sur notamment la digital workplace et puis la notion de stratégie digitale, moi j'ai un avis personnel que je voudrais partager avec vous, du moins que je voudrais partager avec la salle, et puis après vous pouvez éventuellement poser vos questions et intervenir. Moi je pense que dans quelques années, en tout cas, les outils de gestion de contenu, les pure players CMS seront morts, d'ici 3 à 5 ans. Est-ce que vous voyez, vous, des bénéfices en fait, à utiliser des solutions de portail
portail type Liferay ou autre, versus des solutions, des pure players CMS, comme on peut le rencontrer sur des sites institutionnels un peu classiques qui font que de l'affichage d'informations. Moi, j'ai peut-être un élément de réponse, c'est que pour moi, le CMS, c'est une brique dans le portail. À partir du moment où on décide de partir sur un projet CMS, donc se coupe potentiellement les bras sur l'ensemble des autres fonctionnalités qu'on veut adresser. Moi, ce que je trouve intéressant dans la technologie de Liferay, c'est le côté moteur, plateforme, socle d'intégration dans un premier module peut être le CMS, mais en tout cas, adresser un projet de portail avec un CMS ou déployer un CMS sec, la pérennité et le périmètre qui va être adressé, il n'est forcément pas le même. Ça n'existe plus en fait, les CMS purs, pour faire simple. Il y a encore quelques années, on se posait... Tu as des solutions... Non, mais en fait, aujourd'hui, on a des solutions CMS qui font du portail, on a des portails qui font du CMS. Et toute la grande question, à chaque fois, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin d'un portail qui fait CMS ou d'un CMS qui fait portail ? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans les besoins que l'on voit des utilisateurs, le CMS pur n'existe plus, on a besoin d'un échange bidirectionnel, on parle de réseaux sociaux, soit d'entreprises, soit de réseaux sociaux publics, on a besoin de collecter de l'information, on a besoin de faire du ciblage pour pouvoir, et on a besoin d'apporter des services à valeur ajoutée à ses fournisseurs, à ses clients, à ses partenaires, etc. Et on ne peut pas le faire avec du CMS pur. Donc pour ça, on a besoin d'un portail à la base. Ce qu'on a trouvé très bien, donc nous chez GFI depuis... Donc on travaille, c'est une longue histoire maintenant, on va bientôt souffler nos 10 ans, si ça continue. Ce qu'on a trouvé très bien, c'est que sur le produit, en fait, nativement, on a trouvé une solution CMS embarquée. Cette solution, on la voit évoluer tous les ans au fil des versions. Et aujourd'hui, on a une solution CMS qui a très peu à rougir finalement des solutions CMS pure player. Et les CMS pure player font le chemin dans l'autre sens, il ne faut pas se leurrer, progressent, cherchent à progresser, essayent de le faire, moins bien que Liferay évidemment. La marche est plus haute. Voilà, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et ce qui fait la force du produit, alors là, c'est 2 mots de technique, c'est l'aspect portail natif. Liferay a été conçu comme un portail à l'origine dans les années 2000. C'est la fondation en fait du système. Et finalement, cette fondation permet de rajouter tous les services. Si demain, il y a une autre marotte qui sort dans le domaine du digital qui est autre que le CMS, enfin, on a vu parler de chat, de réseaux sociaux, de choses comme ça, on peut le greffer dans le portail. Voilà. C'est vraiment un hub applicatif. On en revient au portail d'intégration, le socle universel. Oui, c'est ça. Ouais. Et on retrouve encore, il y a encore beaucoup de clients qui font le choix de faire une refonte de site institutionnel à partir d'un simple CMS classique, sans introduire cette notion ni de fidélisation client, ni forcément de génération de leads ou attirer de nouveaux clients, pousser des informations ciblées, etc. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas sur les marchés que vous adressez, si vous en voyez encore, ou si vous sentez qu'effectivement, aujourd'hui, les clients prennent réellement conscience de l'avantage d'utiliser une solution de portail versus un simple outil de gestion de contenu classique. Enfin, moi, on ne parle plus de ça. C'est plus le sujet. Enfin, désolé de le dire comme ça, le sujet est vraiment plus là. Le sujet, comme dit, aujourd'hui, les préoccupations de nos clients, enfin, sur le canal, on ne parle plus de la digital workplace, mais sur le canal digital, il est sur le ciblage, sur l'embasement utilisateur, sur les capacités de référencement, sur les rapidités de déploiement. Aujourd'hui, les métiers courent derrière la DSI court derrière les métiers, tout le monde court l'un derrière l'autre, c'est absolument terrible. Et on a besoin d'une solution juste qui soit souple, simple, flexible, qu'on puisse intégrer, déployer. Les concepts par exemple d'usine à site sont ultra importantes dans les compagnies qui ont une assise internationale, les aspects déploiement multilangue, fédération de contenu, etc. Tout ça, c'est présent dans l'outil et bien présent. Et aujourd'hui, en fait, ce que nous demandent les métiers, on le sent, c'est toujours plus de services à valeur ajoutée pour les clients finaux, du ciblage, de la récupération d'informations, de la capacité de référencement, de l'intégration dans les réseaux sociaux. Dans un CRM. C'est ça.
C'est ça. Et le lien avec le SI, parce qu'une fois qu'on expose des services ou de la valeur auprès des clients, être capable de fluidifier l'interaction entre l'utilisateur et la délivrance du service, de l'information qui peut faire appel au legacy d'entreprise, est un facteur de choix intéressant. Sur cette notion-là, pour vous, enfin, les éléments clés d'un bon portail client, je sais que vous avez cité pas mal d'arguments, donc il y a sûrement cette notion d'omnicanal ou de présence sur les mobiles, tablettes, la notion de responsive design, la notion d'intégration métier, exposition de services à l'externe. Ouais. Là-dessus, la tendance que l'on voit, ou même ce que l'on peut être amené plutôt à proposer, c'est de considérer que tout ce qui va être, on va dire, information de type généraliste, on va plutôt s'appuyer sur une stratégie web sur l'ensemble des canaux. Et par contre, dès qu'on va vouloir aller dans des fonctionnalités extrêmement métiers, de privilégier des applications natives. Aujourd'hui, c'est vraiment une tendance de fond que l'on sent. Et pour preuve, on discute en ce moment avec notamment des clients dans le domaine du bancaire qui sont confrontés à une équation pas si simple que ça à résoudre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques en ligne où les opérations qui sont faites par nous tous derrière notre machine étaient hier faites par des agents au sein de caisses, et se pose le problème d'avoir déployé massivement des apps qui globalement sont exactement les mêmes que celles qu'on utilise chez nous, et de voir arriver des clients en agence bien moins souvent, mais pour venir y chercher une information beaucoup plus pointue et qui demande un niveau de connaissance dans l'instruction beaucoup plus fort. Donc se pose la question de spécialiser notamment ces apps métiers sur des devices et d'avoir un mode de fonctionnement qui soit globalement commun pour des fonctionnalités généralistes. Là, tu mets le doigt effectivement sur en fait, le sujet au final, parce que qu'est-ce qui se passe derrière tout ça dès lors qu'on est tourné vers l'extérieur, en fait, il y a deux cas de figure. Soit on cherche à avoir une stratégie offensive en termes de gain de part de marché pour réaliser des opérations, faire plus de chiffre d'affaires, soit on est dans une stratégie, je dirais, qui est plus défensive, ou alors une stratégie de low cost. Pour vous donner des exemples, il y a des opérateurs telco, par exemple, qui ne survivent que parce qu'ils ont un canal 100% digital. Et qu'est-ce qu'on voit au travers de ça? C'est que bien souvent, nos clients, leur problème, c'est de réduire les coûts de fonctionnement du canal traditionnel. Et donc ça passe par la digitalisation. Donc pour pouvoir arriver à ça, on doit offrir finalement à ses clients les mêmes types de services qu'on est capable d'aller retrouver dans le canal traditionnel. Donc derrière, il y a des enjeux, par exemple, si tu parlais de banque, il y a des enjeux en termes de dématérialisation, de signature électronique, pour la non-répudiation des actes. Ça, ce sont des choses, mais tout ceci doit apparaître ces choses qui ont l'air compliquées ont besoin d'apparaître de manière très très simple sur le canal digital et naturel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants qui sont nés en 2000, dans quelques années, seront des jeunes adultes majeurs. Ils auront connu que le canal Internet. Et pour eux, la chose la plus naturelle qui soit, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est d'aller sur le canal web. Moi, j'ai des enfants qui rentrent dans l'âge ado. Quand ils me demandent quelque chose, ils me demandent quelque chose qu'ils ont vu sur le web, sur des sites web, pas dans des magasins physiques. Bientôt, nos gamins connaîtront plus ce que c'est, ne sauront plus ce que c'est qu'un magasin. Enfin, je caricature, mais on va vers ça. Donc, et aujourd'hui, que ce soit les banques, les opérateurs telco, les retailers, les fournisseurs de services, les industriels, doivent aller vers cette digitalisation des services. Sur cette notion de digitalisation des services, il y a aussi, on sous-entend aussi une forme d'industrialisation finalement, d'accord. On a certains de nos clients d'ailleurs on a une place de marché en externe sur lequel nos clients peuvent télécharger un certain nombre d'apps, mais on a un certain nombre de nos clients maintenant qui construisent leur propre place de marché interne et qui comme ça industrialisent un peu leur développement et leur déploiement entre les différents pays, parce que ça leur permet de partager un certain nombre de portlets qui sont traduits à la volée, etc. C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus souvent. Alors, sur la partie industrialisation, pour moi, il y a deux points. Il y a la réutilisation des composants développés dont tu fais part, mais il y a aussi un sujet qui pour nous, est vraiment extrêmement important, c'est qu'on a
une stratégie d'industrialisation en termes d'ingénierie logicielle qui est quand même assez forte, c'est toute notre culture. On a énormément d'ensemble d'outils qui nous permettent de pouvoir construire et assembler nos réalisations. Et ce qui est quand même extrêmement appréciable avec une solution comme Liferay, c'est que ça rentre assez facilement dans une plateforme d'intégration continue. On est sur un langage qui est standard. Depuis 2 ans, on a une navenisation massive du contenu qui nous a un peu changé la vie en termes de stratégie d'intégration ou d'automatisation. Enfin, voilà, on est sur une solution qui est du Java. Donc ça, en termes de stratégie d'industrialisation et de test, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, intégrateurs. Et puis après, il y a également ce que tu viens d'évoquer, c'est le fait de pouvoir capitaliser en interne des développements de manière extrêmement simple, sous forme de portelettes réutilisables et marketplace internes. Tu as tout dit, ouais. Enfin, nous, on adore. Enfin, de toute façon, on arrête d'en parler parce que c'est connu pour ça, mais on adore la simplicité d'appropriation du produit, sa capacité à être piqué dans des plateformes d'intégration continue, son industrialisation. Le nerf de la guerre, au final, c'est quoi? C'est réduire les coûts de possession. Et si j'arrive à faire 30 ou 40 sites différents avec une seule solution, c'est mieux que de faire 30 ou 40 sites avec 30 ou 40 solutions. Voilà, tout simplement. Back to basis. Je crois que du coup, ouais, ça va vite. Hein. Le temps imparti, déjà. Mais ouais. On aurait bien aimé passer l'après-midi avec vous. Tu peux continuer si tu veux. Du coup, est-ce que vous avez, parce qu'on discute tous les trois, mais vous voulez peut-être participer. Donc, si vous avez, est-ce que vous avez des questions? Pour reprendre ce que vous avez dit, à un moment j'ai entendu les éléments clés d'un bon portail, mais j'ai pas eu le temps, pas bien entendu. Finalement, c'est quoi exactement en quelques mots? C'est quoi la différence entre un bon portail et un mauvais portail? Alors le bon portail, déjà, je pense que c'est un portail, c'est quoi? C'est fait pour intégrer. Donc c'est la base de la base, c'est sa capacité à intégrer des éléments venant de l'extérieur. C'est son ouverture. Donc là-dessus, comme on a indiqué, Liferay, nativement, c'est une solution qui est ouverte, qui respecte des standards. Donc les fondamentaux sont là. Deuxièmement, et ça c'est très appréciable, c'est la richesse des composants applicatifs embarqués nativement dans la solution. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas développeur, demain j'installe une solution Liferay sur mon poste, je peux commencer à faire des choses sans avoir à développer. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très rapidement, vous êtes capable de produire des résultats pour vos utilisateurs. Donc c'est réduire les contraintes time to market, c'est éviter la frustration finalement de vos utilisateurs qui n'ont pas à attendre 6 mois pour voir quelque chose sortir. Ça, voilà, ça c'est la base de la base. Pour compléter, pour nous intégrateurs, un bon portail c'est quoi? Un bon portail, en tout cas comme celui de Liferay, c'est celui qui nous permet de disposer d'une suite collaborative, de tous les modules que tu as évoqués. Mais il y a surtout un point qui est vraiment extrêmement important, et tu l'as évoqué, et juste peut-être mettre un peu plus d'emphase dessus, c'est la notion de continuum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez portail d'entreprise, portail e-commerce, portail client, bref, intranet, on peut commencer extrêmement petit, sur un périmètre extrêmement pragmatique, engager finalement des volumes financiers qui sont raisonnables et corrects, et d'avoir des premiers résultats très très rapidement, et de pouvoir continuer à faire évoluer le socle d'un prototype, d'un pilote, vers une solution industrielle qui part en production. Et pour nous, ce continuum, en termes d'expérience qu'on est capable de proposer aux clients, c'est quelque chose qui fait que c'est un bon portail de pouvoir le faire et de s'appuyer dessus, en fait. Soit il n'y a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. Soit on se fait virer pour la. On se fait virer pour la. En plus, c'est la roadmap, donc du coup, c'est ça.
Je pense qu'il y a une réelle attente Très bien. sur ces aspects-là. Merci. Merci.